Fixons un objectif, on s'y tient, on met les financements. 5 millions de logements HLM, plus de 2 millions de demandeurs. Notre pays est de nouveau entré dans une crise du logement, une grave crise du logement. Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue pour cette nouvelle édition des Paroles Libres, désormais enregistrée en vidéo dans ce studio, les locaux de l'AFPOLS, une émission à destination des dirigeants du mouvement HLM sur des thèmes, des préoccupations qui sont les leurs, qui recoupent aussi bien l'actualité nationale, voire internationale, que les spécificités locales. Notre sujet aujourd'hui, les élections européennes 2024, c'est dans très peu de temps. Quels enjeux pour le logement social ? À l'approche du 9 juin, jour de vote en France métropolitaine, un peu plus tôt dans les Outre-mer, une élection à un tour, on le rappelle, et les acteurs du logement qui ont beaucoup de questions et de propositions à adresser aux futurs parlementaires, comme on va le voir dans cette émission. Nous commencerons donc par un état des lieux de la situation du logement en Europe, puis nous ferons un bilan des actions engagées par les pays membres en matière de logement et bien sûr de logement social, en particulier au cours de cette période qui s'achève, avant de détailler les enjeux de la prochaine mandature européenne, donc 2024-2029. Et puis des positions déjà prises par les acteurs du secteur en France et ailleurs. Nous serons présentés, bien sûr, le contexte politique et les effets potentiels d'une nouvelle donne ne sera pas oublié. En tout cas, nous l'aurons en tête. Et nous avons le grand plaisir d'accueillir Laurent Guéquière, directeur des affaires européennes et du rayonnement international à l'Union sociale pour l'habitat, l'homme de la situation. Bonjour Laurent Guéquière. Bonjour. Bienvenue dans ce studio, car vous êtes également le président de l'Observatoire européen du logement, c'est Housing Europe, que l'on connaît bien ici, Confédération européenne du logement social. Je rappelle brièvement la règle de notre parole libre. Nous allons recevoir un peu plus tard, après notre échange, une discutante. Le plus souvent, c'est un acteur de terrain que nous souhaitons avoir en face de notre invité. Elle est déjà présente dans ce studio, elle va vous écouter et engager ensuite un débat avec vous à partir de ses propres observations. C'est un rôle que nous avons proposé à Anaïs Garbet, je la salue à distance, elle va nous rejoindre tout à l'heure, directrice de l'association territoriale HLM de Lorraine, membre donc de l'Union régionale HLM du Grand Est, choisie parce que c'est une région et une action particulièrement dynamique, particulièrement efficace, je pense que vous les connaissez, dans l'utilisation des fonds européens. Voilà, elle fera le lien donc entre vos propos et des problématiques peut-être plus opérationnelles, plus utiles aux dirigeants HLM. Et puis, une information très importante, mais on va prendre le temps, Laurent Guéquière, de la détailler dans la perspective de ces prochaines élections, et vous y tenez beaucoup. Vous avez rédigé un manifeste de l'Union sociale pour l'habitat avec des propositions, un plan d'action carrément, jusqu'à 2029 que vous adressez aux candidats français et à tous les parlementaires sortants, on va y revenir. Préambule à rappeler, je sais que vous le faites souvent lorsque vous intervenez sur des questions de logement pour la France ou pour l'Europe, le logement est bien une compétence pleine et entière des États membres. Laurent Guéquière. Oui, effectivement, le logement ne relève pas de la compétence de l'Union européenne. Il s'agit d'une compétence accordée aux États membres dans le principe de subsidiarité. Et dans la plupart des grands pays comme le nôtre, ce sont les régions qui sont compétentes. Donc, nous avons des ministres régionaux du logement, comme en Allemagne, comme en Italie ou encore en Espagne. Donc, nous avons au niveau européen des disponibilités en matière de financement, en matière de régulation, qui touchent plutôt des règles en matière de climat, en matière de cohésion, en matière de mise en œuvre du socle européen des droits sociaux, mais laissant aux États membres le soin de les mettre en œuvre selon leurs propres priorités. Et donc, il n'y a pas, paradoxalement, de compétences de logement dans l'Union européenne, mais un grand nombre d'objectifs fondamentaux du traité et des politiques européennes dépendent de la mise en œuvre des politiques du logement. Et aujourd'hui, ça fait comme un bout de temps que nous avons ouvert un bureau à Bruxelles. Pour la première fois, vraiment pour la première fois, nous sommes dans une situation où le logement est un vecteur clé de mise en œuvre des politiques européennes et de la cohésion de l'Union européenne à la veille de cet événement législatif européen. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, nous sommes dans une situation de crise européenne du logement.
d'un niveau très très important, on reviendra tout à l'heure. Un niveau sans précédent, vous l'avez déjà qualifié, une crise vraiment qui vous semble très grave. Tout à fait, compte tenu de du fait qu'elle n'est pas limitée à un ou deux États membres, mais bien à l'ensemble des États membres, pour les mêmes raisons, et que cette question-là est mobilisée aujourd'hui par tous les élus locaux des grandes métropoles ou des villes européennes qui demandent, un peu comme nous, un concept de housing for all dans le cadre de cette campagne, c'est-à-dire un logement pour tous les Européens à travers des politiques particulières. Et donc, que je peux rappeler, pardon, juste pour aller, parce que peut-être que cette information n'est pas forcément connue des Français. Tous les pays européens sont dans une situation assez critique aussi. Je voudrais revenir à un rapport annuel, d'ailleurs, celui de l'Observatoire européen du logement, de Housing Europe, donc j'ai dit que vous le présidiez, qui décrit cette crise du logement abordable et que tous les pays sont concernés quasiment. Qu'est-ce qu'on peut dire ? Presque 900 000 personnes sans domicile aujourd'hui, quasiment 9% des ménages avec un taux d'effort jugé excessif, c'est un critère important, et plus de 9% également en précarité énergétique. C'est là que vous faites le lien entre justement cette précarité, cette absence de logement, ou la difficulté d'en obtenir un, et les enjeux climatiques. C'est un point auquel vous tenez beaucoup. Oui. Rapprocher les deux enjeux. Voilà, c'est l'enjeu de cette élection, de ce futur mandat, c'est comment on va concilier d'un côté la résorption de cette crise du logement. Et effectivement, vous avez cité des chiffres, on va atteindre les 900 000 SDF dans l'Union européenne, c'est énorme. Le taux d'effort, effectivement, des ménages, il y a 10% des ménages européens qui ont des taux d'effort trop importants. Donc, il y a toute une série de mesures à prendre dans les États membres. Et encore une fois, la France connaît cette situation de crise, mais quand on va en Allemagne, c'est encore bien plus pire. C'est pire en Allemagne. C'est pire en Allemagne aujourd'hui, parce qu'on a vendu une partie du parc HLM à des fonds de pension internationaux, parce qu'aujourd'hui, on ne construit moins de logements sociaux que dans le passé pour des questions de coûts, etc. Mais en Allemagne, le logement social, il est temporaire. Il disparaît avec le remboursement du prêt. Donc, au terme du remboursement du prêt, le logement redevient privé. Donc, il n'est plus accessible aux classes moyennes et aux personnes dans le besoin. Mais également dans les pays comme l'Irlande ou encore les Pays-Bas, où on avait des situations plutôt calmes qui se sont très vite dégradées. Qui sont tendues aujourd'hui. Oui, merci de rappeler ces chiffres, parce qu'on a peu d'éléments de comparaison. Oui, tout à fait. Au niveau européen, avec notre Observatoire européen du logement, on arrive à publier ces données, puisque tous les 2 ans, nous faisons un rapport sur l'état du logement dans l'Union européenne que nous présentons au Parlement européen et à la Commission dans le cadre d'un rapport plus général sur l'état de l'Union. C'est ce que fait la présidente de la Commission européenne régulièrement. Et là, ça nous permet effectivement, grâce à nos membres au sein d'Housing Europe, de définir et d'établir cette situation de crise. Donc, on a d'un côté une crise du logement qui ne permet plus aux États membres et à la Commission d'atteindre les objectifs du traité en termes de cohésion, en termes effectivement de mise en œuvre du socle européen des droits sociaux, qui reconnaît quand même aux Européens un droit à l'accès à un logement de qualité sociale pour les personnes dans le besoin. Aujourd'hui, il n'est pas du tout appliqué dans les États membres ni en France. Au contraire. De l'autre côté, on a cette disposition-là, et de l'autre, on a le climat qui est venu se rajouter avec des objectifs quantitatifs de rénovation thermique, de décarbonation des logements, mais sans mettre en face les financements suffisants. On a obtenu, après une bagarre très très dure au niveau européen, que le FEDER puisse être éligible, on va y revenir, à la rénovation thermique, mais ce n'est pas suffisant. Aujourd'hui, vu les objectifs qui ont été définis, on vient d'adopter au Parlement européen la directive sur la performance énergétique des bâtiments, qui fixe effectivement un calendrier de mise en œuvre, mais qui va contribuer, s'il est appliqué demain à la lettre, puisque les financements ne sont pas présents, à réduire encore l'offre, même privée, de logements abordables, puisque soit le logement sera une passoire et on ne peut plus le louer, soit on fait les travaux, mais comme il n'y a pas les financements, les loyers vont exploser. Donc, on a vraiment une situation unique et complexe où il faut jongler avec les problèmes de droits sociaux, de cohésion et de climat. Et donc, ça, c'est un enjeu fondamental pour la prochaine mandature. Tout à fait. Et avec, je crois que vous l'avez dit au passage, un vrai risque quand même de cohésion économique, bien sûr, puisqu'on a vu que c'était extrêmement coûteux tout cela, mais surtout social, c'est-à-dire un risque d'explosion que vous surveillez de près. Oui, le concept, alors il peut paraître un peu excessif, de bombe sociale,
C'est ça. est aujourd'hui présent dans le débat européen. Et il ne faut pas exagérer. Pas uniquement par nous, mais y compris par des commissaires, y compris par des parlementaires. On sent bien que là, il y a un malaise profond si on ne fait pas bouger les lignes et de la coexistence de ces deux objectifs qui sont très importants. Alors, Laurent Guetter, vous avez déjà mentionné donc l'état des lieux, on peut le dire comme ça. Quand je disais on ne le sait pas bien, je parlais plus du grand public. Peut-être qu'on n'est pas forcément au courant de ce que vivent les autres pays. C'est un peu notre mal européen. La prise de conscience donc, de cette crise est absolument essentielle. C'est un enjeu important. C'est pour ça que vous faites des propositions. On va y revenir. J'ai parlé du manifeste. Il y a aussi ce que vous appelez un plan Marshall. Un beau terme en termes de communication. On va le détailler. Auparavant, peut-être parlons quand même de la mandature qui s'achève. Et là aussi, vous l'avez un petit peu effleuré. On a fait pas mal de choses déjà et l'Union consacre, il faut le dire, des budgets très importants au logement social. Là aussi, sommes-nous toujours au courant de l'apport de l'Europe? Je prends un exemple, les primes Rénov', vous en avez parlé, ça va être un problème, mais ça vient bien de fonds européens. Donc, revenons un peu en arrière sur le bilan que vous faites, et il n'est pas si négatif en termes pour cette dernière mandature. Non, paradoxalement, le bilan de la mandature actuelle n'est pas négatif. Au contraire, il a démarré très lentement. Il y a eu la période du Covid qui a été très importante, la relance économique où on a été mis dans l'application. Et donc, aujourd'hui, on est plutôt satisfait des avancées qui ont été obtenues. Pourquoi? Parce que le FEDER, effectivement, est éligible à la rénovation thermique dans les régions. Donc, on est quand même à près de 430 millions d'euros de FEDER qui ont été programmés dans les régions françaises pour faire de la rénovation. Pour la rénovation thermique, alors, oui. Évidemment, avec des disparités régionales par rapport à des choix politiques des conseils régionaux différents d'une région à l'autre, mais avec une programmation de subventions à fonds perdus. Nous avons effectivement aidé les ARHLM à négocier les montants des programmes opérationnels et à suivre la programmation. Alors, il y a des problèmes d'application, bien entendu, on y reviendra, mais on a quand même permis cette éligibilité. L'autre élément qui a été important, c'est qu'effectivement, on a travaillé beaucoup avec le Parlement sur la mise en œuvre du volet climat dans le bâtiment. Et là, on a obtenu des dérogations particulières pour les logements sociaux, des traitements particuliers qui ont été introduits dans la directive finale et on a contribué très fortement à la mise en œuvre du volet bâtiment du Green Deal. On a également eu tout un volet d'évaluation de la décision sur les aides d'État au logement social, puisque les aides aux organismes HLM relèvent d'une décision de la Commission européenne relative aux compensations de services publics de ce qu'on appelle les services d'intérêt économique général. Désolé pour le jargon, mais c'est l'acte nécessaire. Qui permet aux organismes... On va en reparler avec Anaïs Garbet, d'ailleurs, qui les connaît bien. Tout à fait, qui connaît ça par cœur. Effectivement, là, on est dans une évaluation régulière de ce dispositif, encore une fois, qui permet aux organismes HLM de bénéficier de fonds publics, sans devoir les notifier à la Commission européenne, simplement en veillant que cette aide ne dépasse pas ce qui est nécessaire pour accomplir les missions d'intérêt général. Donc, c'est un peu de formalisme, mais je dirais que la France applique bien ce dispositif avec le CCH et le Code général des impôts, etc. Et qu'on n'a pas de gros problèmes d'application une fois qu'on applique les règles de calcul et de contrôle. En même temps, ce qui est déjà très intéressant comme signal, c'est que la Commission européenne s'était engagée à réviser le texte sur le logement social, puisque dans certains pays, ça posait problème d'application. Et finalement, vu le contexte social et climatique, a renoncé à le faire, en disant « je ne touche pas à ce texte aujourd'hui, c'est trop sensible politiquement, donc je reviens en arrière sur l'idée de l'évaluer définitivement et de produire une révision ». Et la commissaire à la concurrence, Mme Vestager, a clairement mentionné, dans une déclaration publique qu'elle a fait dans un guide qu'on a pu publier, de dire que c'était aux États membres de définir la large marge d'appréciation de ce qu'est un logement social. On voit bien dans ce que vous nous racontez là, toutes les arcanes quand même et toutes les difficultés des négociations au sein même des pays, des États membres, c'est normal. Oui, c'est pour ça qu'on est présent sur place. Il faut être patient tout ça et faire des propositions. Et constant, Voilà, surtout que la présidente, la commissaire à la concurrence, Mme Vestager,
a cité un texte de la Cour de justice, donc un arrêt de la Cour qui s'applique directement et qui renvoie effectivement aux États membres le soin de définir cette large marge de définition de ce qu'est un logement social. Il faut savoir que les Hollandais ont beaucoup de problèmes dans leur conception universaliste. Il n'y a pas de plafond de revenus. Il n'y avait pas de plafond de revenus aux Pays-Bas. Ils l'ont corrigé. Et le gouvernement qui a souhaité les corriger n'a pas pu passer par son Parlement et donc a déposé plainte à la Commission européenne qui a imposé un plafond de revenus unique de 33 000 €. Donc, il faut voir que les États membres peuvent aussi instrumentaliser des textes européens pour imposer ce qu'ils n'arrivent pas à imposer à leurs parlements nationaux. Et donc, du coup, ce sujet-là est devenu très complexe. Et dans notre manifeste qu'on a adressé à tous les candidats aux européennes, on dit qu'il ne faut pas toucher à ce texte. Il fonctionne bien. Si on veut investir à long terme dans la rénovation thermique à grande échelle du logement social, il nous faut un cadre juridique stable et permanent. Et on ne va pas commencer à redéfinir les plafonds de revenus tous les 5 minutes. Donc ça, c'est plutôt un acquis. On l'a remis dans notre manifeste parce que c'est important. Mais il faudra également veiller à ce que ça ne bouge plus. Restez vigilants sur ce point. Les prêts aussi ont évolué, le travail avec les banques. Alors bien sûr, la Banque européenne, mais également pour revenir à la France, la Caisse des dépôts-consignations. Là aussi, vous avez avancé, vous trouvez, pendant cette dernière mandature? Oui, en fait, dans le cadre du plan de relance de 2021, des prêts fixes, hein, tout à fait. Important, oui. On a eu une expérience intéressante puisqu'on observait que de plus en plus d'organismes HLM qui étaient regroupés au sein d'associations collectives allaient chercher directement à Luxembourg des prêts auprès de la BEI. Donc, Banque européenne d'investissement. Voilà, Banque européenne d'investissement, excusez-moi. Et mobiliser également des garanties publiques gratuites, InvestEU, de l'Union européenne. On se dit, tiens, c'est étonnant, pourquoi des organismes vont chercher à Luxembourg ce qu'ils peuvent trouver dans leur territoire. Et donc, la BEI nous a dit, mais moi, ça m'intéresse, je finance le logement social, mais je n'ai pas de guichet suffisamment ouvert pour accueillir vos 600 organismes. Et donc, on a travaillé pendant 2 ans avec la Banque européenne d'investissement, la Banque de développement du Conseil de l'Europe, qui finance également le logement social, et la Caisse des dépôts, dire comment on peut faire en sorte que les organismes HLM en France bénéficient des prêts intermédiaires de la BEI et de la CEB, tout en ayant cette disponibilité dans leur territoire, à travers les banques des territoires de la Caisse des dépôts. Et donc, on a monté ce qu'on appelle une alliance européenne pour un logement social, qui est devenue un modèle pour nos voisins européens, qui sont d'ailleurs en train de l'appliquer chez eux, avec d'autres acteurs que la Caisse des dépôts, bien entendu, mais avec la BEI, la CEB. En fait, la Caisse des dépôts négocie des prêts globaux avec la BEI, la CEB, et les transforme en prêts intermédiaires à travers leur banque territoriale, de territoire, pour les prêter aux organismes HLM. Alors, l'intérêt de ces prêts sur ressources européennes, c'est qu'ils sont de durée très longue. On est à 40 ans et à taux fixe. Oui, donc, des taux fixes aujourd'hui à 40 ans, vous ne les trouvez pas ailleurs. Et en plus, on peut essayer de les mixer avec les garanties publiques gratuites d'InvestEU, ce qui est possible complètement. Et on en est... Question, Laurent Guéquer, avez-vous le sentiment que les bailleurs à qui vous vous adressez aujourd'hui sont tous très au courant de tous ces mécanismes assez complexes quand même et de ces possibilités d'avoir recours aux fonds européens? Disons qu'on les informe, nous, régulièrement. Bien sûr, je fasse le contrôle de mon ami de la RHLM. Vous faites le travail, bien sûr, mais je ne sais pas, est-ce qu'il ne manque pas encore un... Non, on les informe bien. Quand ils ont des problèmes, quand ils ont des problèmes, ils nous consultent et on répond, etc. On a publié un kit d'accès aux fonds structurels qui est en ligne, disponible à tout le monde, aux organismes HLM. Donc, en France, on le sait. On le sait, on est le premier pays consommateur de FEDER dans le logement social. C'est la conséquence. C'est une réponse. Et le premier pays consommateur des prêts de la BEI dans l'Union européenne. Ce qui est intéressant de l'Alliance, c'est qu'on a mixé autour d'une même table la BEI et la CEB. Donc l'Union européenne d'un côté et le Conseil de l'Europe de l'autre, et que ces 2 banques publiques d'investissement ont des rôles différents. La BEI, c'est du neuf et de la rénovation thermique lourde. La CEB, c'est l'amélioration des logements foyers, des logements adaptés, etc. Et donc, on a une complémentarité à travers les prêts que négocie la Caisse des dépôts. On en est, depuis la mise en place de cette alliance en 2021, à près de 2,4 milliards d'euros de prêts sur ressources européennes. Pour vous, c'est satisfaisant. Quand même, 2,4 milliards, c'est pas tous les jours qu'on les trouve. On est bien sur les aspects positifs. À taux fixe sur 40 ans, c'est pas mal. Et tous les pays nous envient. Donc, on est en train d'exporter ce modèle d'alliance européenne logement social. Ça a été cité par le commissaire européen, monsieur
qui s'occupe des questions sociales. Et donc, on est en train de travailler dessus. On a eu une réunion importante il y a près d'un mois, c'était le 5 mars, à Liège, sous présidence belge de l'Union européenne, où j'ai dû présenter notre alliance européenne devant tous les ministres européens du logement. On va reparler de cette réunion de Liège. C'était très intéressante. Début mars et qui vous donne des idées pour d'autres sommets. Voilà, donc il y a des ouvertures possibles. Et c'est comme ça qu'on est venu à l'idée, mais pourquoi on ne proposerait pas un plan européen d'investissement massif sur le volet climatique? Alors, encore un mot, Laurent Guéquer, avant d'en venir justement à ces propositions très, très concrètes que vous faites. J'avais envie de le signaler, les spécificités du logement social, donc dans toutes ces directives. Il y a le pacte vert climat et ce que vous appelez le nouveau Boros européen. Ça a été adopté en septembre 2021, donc ça, c'est pas très vieux. C'est en fait un projet environnemental, économique et culturel qui vise à combiner à la fois la conception, la durabilité, on est bien dans les enjeux environnementaux, l'accessibilité, évidemment le caractère abordable, et l'investissement avec cette dimension donc culturelle, créative, au pacte vert pour l'Europe. Et j'en profite pour signaler, parce que ça montre au fond que l'innovation durable dans le logement social, elle est possible, que l'esthétique aussi existe. Et j'en profite pour signaler, c'est à l'image d'un cabinet d'architectes français, Lacaton Vassal, que nous avons reçu ici, à parole libre, c'était je crois au moment de la remise de leur prix, et qui eux défendent effectivement beaucoup cette esthétique avec le végétal, etc., qui avait reçu le prix Pritzker, l'équivalent du Nobel, on va dire, pour l'architecture. Donc c'est cette dimension à la fois esthétique, sociale et environnementale, juste pour le... Vous avez un petit mot à dire là-dessus, mais c'est important. Hein. Oui, tout à fait. C'est un regard... D'ailleurs, c'est au titre du nouveau Bauhaus, dont l'Union sociale pour l'habitat contribue, bien sûr, soutient, que la présidente de la Commission européenne, Madame... Elle a même cité ces architectes. Elle a cité ces architectes. Tout à fait, français. Elle est intervenue en clôture du congrès HLM de Bordeaux. Exact. Et c'est à ce titre-là qu'elle a cité les architectes et qu'elle a lancé le concept, effectivement, d'esthétique. Comme une belle illustration de ce qu'on peut faire. Mais c'est également, dans le cadre de cette intervention devant tous les organismes HLM de France, c'était à Bordeaux, qu'elle a quand même cité le chiffre de 800 000 logements sociaux à rénover thermiquement dans l'Union européenne. C'est un calcul qu'a fait la Commission européenne sur base des patrimoines de logements sociaux de nos voisins européens. Et donc, effectivement, ce qui est intéressant, c'est de voir que sur un sujet pareil, la Commission a fait des propositions sur des thèmes qui sont comme nos thèmes principalement, qu'elle a accepté d'intervenir à notre plénière. On l'a invité, effectivement, qu'elle a cité Emmanuel Cos dans son discours, etc., puisque nous étions partenaires du nouveau Bauhaus. Alors, il y a toute une série d'appels à projets qui sont lancés, il y a des festivals qui sont organisés à Bruxelles régulièrement, auxquels on participe. Mais c'est vrai qu'on est plutôt orienté vers un public associatif, d'architectes, etc., pas forcément de bailleurs sociaux. Mais je dirais qu'on participe à la mise en œuvre des appels à projets et à leur évaluation dans le cadre d'un statut de partenaire du nouveau Bauhaus européen. Et ça a été également, on l'évoquait tout à l'heure, un élément important de cette mandature, que d'avoir cette entrée-là par la qualité, l'esthétique, la rénovation plutôt que la construction. Donc, d'ajouter des couches, etc. Et le fait que Ursula von der Leyen prenne ce prix d'architecture comme étant le prix Nobel de l'architecture, c'était quand même un niveau relativement important. Donc tout ça nous a quand même beaucoup facilité la tâche dans l'actuelle mandature pour avancer sur des propositions très concrètes. Alors voilà donc pour ce bilan de la mandature qui s'achève, donc on l'a dit, à partir du 9 juin, jour de l'élection, que vous qualifiez plutôt de bonne mandature, mais vous le dites aussitôt, maintenant il faut avancer, il faut aller plus loin. Et vous l'avez dit aussi, pour éviter la bombe sociale, c'est quand même important de réagir et de tenir compte de cette situation assez dramatique, au-delà des progrès. Vers un plan Marshall. Pourquoi ce nom de plan Marshall? C'est votre idée à vous, Laurent Guéquer? Non, on a gambergé un peu autour de cette idée. C'est un concept qui revient très vite quand on parle de crise. On n'arrête pas de parler au niveau du gouvernement, de plans, de relance, etc. On s'est dit, c'est vrai qu'on a un problème de fond, c'est comment appliquer ces textes européens sur le climat sans avoir les financements qui suivent.
Le FEDER, c'est très bien, mais ça ne suffit pas. Ça dépend des régions, c'est très compliqué. Les prêts de la BEI, avec notre alliance, ça marche bien, mais il faudrait aller x10, en quelque sorte. Est-ce qu'on peut aller jusqu'au bout? En tout cas, on sait que la BEI va jouer un rôle déterminant dans l'investissement en rénovation thermique des logements en général. Donc, tout ça nous a dit il faut quand même qu'on propose aux candidats, aux têtes de liste, mais également aux candidats sortants. Et on a envoyé ce manifeste aux 700 députés sortants, en français, en anglais. On l'a diffusé à tous les têtes de liste et tous les partis politiques, bien entendu. C'est qu'effectivement, on est, en entrée de ce manifeste, posé le problème numéro 1 de la prochaine mandature. C'est effectivement, comment concilier crise européenne du logement d'un côté, qu'est-ce qu'on peut faire entre nous, sans remettre en cause la compétence des États membres. Hein. Donc, on le fait déjà sur le sans-abrisme avec des commissions particulières, des observatoires, des interventions. On ne l'a pas dit, d'ailleurs, vous avez un nouvel observatoire du sans-abrisme. Tout à fait, oui, qui a été mis en œuvre effectivement depuis plusieurs années déjà maintenant, mais qui a un acquis et qu'on a essayé d'élargir à d'autres champs, comme qu'est le logement abordable, par exemple. Mais là, par exemple, sur la crise du logement et le volet climatique, on s'est dit il faut qu'on avance sur quelque chose d'important. Et cet élément important, c'est le fait de dire que si on veut que les citoyens européens adhèrent au projet européen, il faut qu'ils en aient un retour. Aujourd'hui, quand on finance avec du FEDER de la rénovation de logement social, les locataires ne savent pas forcément que c'est l'Union européenne qui a financé une partie, et encore plus dans Rénov', on ne voit pas du tout la trace de l'Union européenne. Peut-être que sur les chantiers, il y a un drapeau européen, mais c'est peut-être pas suffisant pour expliquer aux locataires ou aux ménages en général que l'Europe, elle va jusque dans leur logement et qu'elle permet de les rénover techniquement. Donc on a dit on voudrait un grand plan qui soit à la hauteur des exigences qui ont été portées par les directives européennes. On ne peut pas d'un côté définir des directives avec des normes hyper importantes, des chiffrages de qualité de rénovation thermique, de décarbonation, sans mettre à côté les moyens, alors qu'on est en pleine crise économique, en pleine crise du logement, et que l'application stricte de cette directive va renforcer la crise du logement. Et donc l'idée est devenue de dire on ferait bien un plan d'investissement, comme il y a d'autres dans d'autres domaines, mais sur le logement abordable, le logement social, qui permettent effectivement de jouer ce jeu, de démultiplier le FEDER, de démultiplier ce qu'on a monté avec la Caisse des dépôts, la BEI, la CEB, à un niveau atteint, qui sera à atteindre pour appliquer ce texte. Un plan sur le long terme. Voilà, donc plutôt qu'ajouter un plan nouveau, il y a déjà plein de plans qui existent, on se dit on va jouer le jeu de la com, on va parler de plan Marshall européen. Hein, bon, ça frappe un peu plus. Les Allemands font tête jusqu'à terre parce que le plan Marshall, ça n'était pas pour eux. Mais ça a été repris par les candidats, ça a été repris par les têtes de liste, ça a été repris par le Comité économique et social européen, ça a été repris par le Comité des régions. Donc le concept de plan Marshall d'investissement massif en rénovation thermique de logements abordables et durables, ça a fonctionné. Et aujourd'hui, il est repris. Alors après, ce qui va apparaître ou pas, on a rencontré le commissaire Schmitt qui s'en occupe, on a présenté notre manifeste au commissaire Schmitt, qui a trouvé effectivement cette idée tout à fait intéressante, même si d'un point de vue opérationnel, c'est complexe. Mais il a bien dit, on est aujourd'hui dans une logique où la norme en matière d'investissement de l'Union européenne va complètement exploser si on veut atteindre les objectifs climatiques. Donc si on veut que l'Europe soit, je dirais en quelque sorte, reconnue par les Européens comme étant utile et importante, car en capacité de mobiliser ces fonds pour rénover le parc de logements, y compris leurs logements privés, ça va être un élément important. Donc voilà, le concept, il est là, il est dans le débat européen, il est plutôt soutenu, ce qui est plutôt positif. Après, est-ce qu'il sera appliqué, sous quelles conditions ? Le problème, et on en parlera avec la RHLM, c'est que c'est toujours très compliqué de mobiliser des fonds européens. Donc, il faut simplifier. Donc, l'idée, plutôt que d'avoir 40 000 programmes européens différents, un peu de FEDER, un peu de ceci, un peu de cela, on n'est qu'un seul tuyau, ce plan Marshall européen, où les organismes HLM pourront effectivement puiser. Il est vrai que les dirigeants HLM se plaignent beaucoup de la démarche qui est parfois déplaisante. Oui, mais il n'y a pas que dans les HLM, je vous rassure. Hein, tous les porteurs de projets FEDER reconnaissent la complexité,
il faut des gros projets pour Mais ça pouvoir fait partie payer de vos quelqu'un. demandes, hein, quand même. Toujours, Bien mais sûr. bon, à chaque révision du règlement FEDER, c'est toujours on va simplifier, mais ça bouge pas. C'est pas ça. Et même les autorités de gestion reconnaissent la complexité, ce qui est imposé D'accord. par la Commission. Donc voilà, l'idée, un seul tuyau, un tuyau beaucoup plus simple pour puiser ces différents éléments et où on mixe effectivement les subventions, les garanties, les prêts de la BEI pour atteindre ces objectifs, être crédible et ne pas renforcer encore la crise du logement. Alors, en insistant, et vous l'avez déjà dit, mais ce n'est pas mauvais de le rappeler, de ne pas remettre en cause le plan tous les 2 ans. On a besoin de temps et de long terme. Vous avez parlé des prêts à 40 ans, là, on sait qu'on peut avancer. Je voudrais un petit peu rappeler, puis vous arrêter sur le point que vous préférez, sur lequel vous voulez insister. La révision, donc, on a dit de la politique de cohésion, mieux la concentrer sur le social. Oui. C'est une demande très forte dans ce manifeste, dans ce plan que vous proposez. Des tarifs sociaux pour l'énergie. Alors, c'est déjà fait, ça. Mais c'est pas fait partout, c'est ça? Oui, pour l'instant, il y a une directive européenne qui le Ça permet. existe quand même, oui. Ça existe en Belgique, notamment. D'accord. Mais il faudrait pouvoir le rendre effectivement plus opérationnel et permettre effectivement aux États membres, s'ils le souhaitent, d'appliquer ces tarifs sociaux pour l'énergie, pour des populations qui en ont le plus besoin. Là également, ça peut être une image positive de l'Europe qui permet ce type Bien sûr. Encore faut-il qu'il soit appliqué dans l'État membre et de la façon dont il est appliqué. Donc on a toujours ce problème, c'est qu'on fait bouger les lignes à Bruxelles, mais tout dépend des modalités d'application dans l'État membre, et notamment en France, et comment, effectivement, ensuite, ça fonctionne concrètement. Renforcer les droits sociaux, ça, je crois qu'on l'a évoqué. Simplifier, regrouper, si on peut, le dispositif d'aide, vous nous l'avez dit aussi. Et tout cela passe, je sais que vous êtes très content de cette rencontre de Liège, vous en avez déjà parlé. J'y reviens parce que ça s'est passé en mars, que c'était à l'initiative, je crois, du ministre du Logement de Wallon, qui a réuni tous les ministres du Logement des États membres. Sauf le ministre français qui n'a pas voulu venir, qui a envoyé son ambassadeur, mais c'est un détail. Ah, dis donc, parce que j'allais dire, ils étaient tous présents, donc vous nous l'apprenez, mais qui voudrait, et qui vous a donné l'idée dans vos propositions d'un sommet européen du logement abordable réunissant les États, les collectivités, les acteurs du logement, et vous aimeriez qu'il soit très fréquent, qu'il revienne régulièrement, ce sommet, peut-être même sous chaque présidence européenne, c'est bien l'idée? Oui, alors ça existait déjà visible, avant, on remonte déjà à une présidence française de l'Union européenne il y a très longtemps. On avait travaillé avec le gouvernement de l'époque quand la France a pris la présidence de l'Union européenne pour une réunion de cette nature à Nice, qui s'est très bien passée, qui a été un grand succès, où là tous les ministres étaient très présents, y compris le ministre français, puisqu'il était la puissance invitante. Et là, on était sous présidence belge de l'Union européenne et on a été consulté par le ministre Collignon, qui est le ministre wallon du logement, pour l'aider à monter cette réunion des ministres du logement avec Housing Europe. Et compte tenu de notre connaissance de ces fonctionnements de sommets européens. Et c'était un succès, vous en êtes. Et effectivement, il y a eu énormément de ministres qui ont répondu présents. On a invité le comité des régions, le comité économique et social européen, le Parlement européen. Et dans la déclaration qu'a fait ce sommet européen des ministres du logement, il y a la reprise de l'idée d'un plan Marshall, d'un plan d'investissement. Ils n'ont pas repris Marshall, forcément, c'était un peu compliqué pour eux. Mais également de se retrouver plus régulièrement pour voir comment avancer. Et donc, nous avons participé à cette réunion de Liège il y a à peu près un mois. Il y a eu une déclaration officielle qui est en ligne, qui retrace le problème de la crise du logement et des problématiques climatiques. Donc, on se reconnaît pleinement dans la déclaration des ministres. Et c'est un acte important puisqu'il permet d'alimenter la réflexion et les débats dans le cadre des européennes avec les principaux partis politiques. Aujourd'hui, quand on regarde les groupes politiques au niveau européen et leurs priorités logement, on retrouve les Verts sur le volet climatique. Il y a un volet logement très, très développé par le groupe européen des Verts et le Parti socialiste européen également, dans lequel il y a, dans leur programme européen politique, un volet logement aussi important. Donc, est-ce que je peux mentionner sur le parti, parce que vous citez 2 partis, on va pas reprendre tous les programmes, l'idée d'un livret A européen? Alors l'idée je crois, c'est le parti PS, oui, le Place Publique qui le porte. C'est Place Publique qui le porte. En fait, on a participé à un webinar organisé par la Fondation Abbé Pierre sur les campagnes des européennes, et il y avait un représentant effectivement de Place Publique qui est le numéro 2 ou 3 de la liste du PS en France.
et qui a effectivement complètement soutenu l'idée d'un plan Marshall, alors ouvertement, Marshall est resté. Donc, ça montre bien que mon stratégie de communication a porté ses fruits. Ça fait son chemin. Voilà. Mais il a rajouté effectivement l'idée d'un livret A, un livret A européen. Et c'est vrai que le livret A est un élément purement français qui nous a permis d'échapper à toute une série de crises financières, la crise des subprimes, où on a arrêté de faire du logement social dans tous les pays européens, sauf en France, où on avait le livret A. Donc, on y est très attaché. J'ai toujours mon livret A dans ma poche. Et à chaque fois, je le sors quand je suis... Est-ce qu'il est à la caméra? Montrez-le, parce qu'on ne le voit pas bien. Non, mais ça marche. Et effectivement, ça devient... mais pourquoi pas? Pourquoi pas? C'est une idée qui créer un livret A européen qui permettrait aux États membres d'affecter cette épargne aux investissements climatiques et au logement social. Et c'est assez intéressant de voir que ce concept commence à évoluer, sachant que c'était Michel Barnier, quand il était commissaire, qui avait lancé le coup. Mais malheureusement, à l'époque, ce n'était pas encore d'actualité. Aujourd'hui, avec les volets climat, les volets crise du logement, ce concept d'épargne affectée à des investissements de long terme d'intérêt général commence tout doucement à faire son chemin. Alors, avant de recevoir Anaïs Garbet, qui vous écoute avec attention, je la vois même prendre des notes, elle va poursuivre notre échange certainement avec d'autres questions pour vous. Laurent Guéquer, quand même, vous avez une longue expérience, on le sait, vous êtes bien connu dans la maison et à l'Union sociale pour l'habitat, une longue expérience de toutes ces techniques, de toutes ces démarches européennes assez complexes, vous venez de nous le dire, il faut être patient, il faut avancer, Est-ce que tout de même les reculs récents, compte tenu de la situation économique et peut-être aussi je ne sais pas bien comment les qualifier, mais bon, sur les enjeux climatiques quand même, il semble que la Commission a reculé sur certains points. On parlait de rénovation thermique. Est-ce que cela vous inquiète ou est-ce que vous pensez qu'on va quand même continuer à aller de l'avant ? Je crois qu'on n'a pas trop le choix. Effectivement, c'est inquiétant de voir les coups de frein qui sont donnés récemment. Encore une fois, pour un défaut de financement et de mise en œuvre, et par rapport aux conséquences que cela peut apporter. Donc, il faut vraiment que l'on soit très présent dans cette campagne des européennes. On a investi beaucoup de temps en réflexion. On a monté ce manifeste, on l'a fait adopter par le comité exécutif de l'Union sociale pour l'habitat. On l'a diffusé en français et en anglais à tous les candidats français, bien entendu, mais également les candidats sortants. Et surtout, on travaille beaucoup avec Housing Europe, notre fédération européenne, qui a fait également un manifeste. On l'a fait en commun, un peu plus globaux. Donc tout ça fait qu'il faut qu'on soit présent à Bruxelles. Il faut qu'on soit présent dans le débat européen. On a regardé sur Twitter toutes les réflexions qui sont faites aujourd'hui dans le cadre des campagnes. On retrouve le logement aujourd'hui. Il y a de l'inquiétude. Il y a de l'inquiétude. Il y a des propositions faites par les têtes de liste de régulation, notamment de tout ce qui est Airbnb, qui est en train de planter tous les marchés du logement des métropoles européennes. Et on le verra dans quelques mois avec les Jeux Olympiques. En France. Donc tout ça fait que je dirais qu'il n'y a pas de difficulté, il n'y a pas de problème pour travailler sur la question du logement aujourd'hui à Bruxelles. Il faut qu'on soit présent avec des propositions concrètes. Il faut qu'on porte les candidats aux européennes pour qu'ils intègrent dans leurs réflexions et dans leurs programmes. Et ensuite, une fois qu'ils seront élus ou pas élus, il faudra travailler avec le Parlement, travailler avec la Commission, avec le Conseil et la réunion des ministres européens du logement pour rendre tout ça opérationnel. Et ça va être le plus compliqué parce qu'il y a d'autres priorités, il y a d'autres choix. Et en fonction, encore une fois, des résultats des européennes, avec une montée quand même du populisme qui est importante en France, mais également dans d'autres pays européens, de voir qu'est-ce que ça veut dire. Aujourd'hui, il n'y a rien sur le logement dans les partis populistes. Dans les programmes des partis populistes, d'accord. Alors qu'on le retrouve dans tous les autres. On le retrouve globalement dans les autres, avec des niveaux de précision plus ou moins variables quand même. On a des gros écarts. D'accord. Encore une toute dernière question, puisque nous sommes écoutés par les dirigeants d'HLM en ligne. Notre émission est mise en ligne et donc ils nous écoutent un peu partout, y compris dans les territoires outre-mer, ces régions ultra-périphériques d'Europe. La France est très concernée, bien entendu, avec 5 départements. Et là, peut-être, juste pour résumer, mais des enjeux climatiques encore plus préoccupants, on va dire, un problème de biodiversité, un domaine maritime important, des frontières avec les continents américains, asiatiques. Il y a quelque chose de... J'ai lu même avec surprise que 80% des ménages seraient éligibles au logement social sur ces territoires d'outre-mer. Bon, je parle de la France. Donc, c'est un petit chapitre à part où vous le mettez dans le bloc. Oui. Il ne faut pas le laisser de côté. Non, aucunement. C'est une problématique très particulière, propre à chaque RUP. On appelle ça les régions urbaines. Chaque région, oui.
Et donc, il y a effectivement un travail que nous avons fait avec la direction à l'outre-mer pour avoir un manifeste propre qui fasse des propositions spécifiques. Parce qu'en fait, les RUP, les régions urbaines ultra-périphériques, disposent de particularisations au niveau du traité. Il y a un article du traité qui permet d'avoir des dispositions dérogatoires dans certaines régions. Et là, effectivement, c'est le climat, mais pas seulement. Il y a tout le volet social, il y a tout le volet économique par rapport à l'environnement de ces régions. Et donc, on travaille également avec les représentants de ces régions ultra-périphériques au Parlement européen pour effectivement qu'ils intègrent cette dimension-là du logement. Et on a effectivement un travail avec notre direction à l'outre-mer tout à fait important. Un grand merci, Laurent Guéquer, d'être venu à Parole Libre pour nous parler de tous ces projets, de ce qui a été fait et de ce qui reste à faire, directeur des affaires européennes, je l'ai dit, du rayonnement international à l'USH, et également président de l'Observatoire européen du logement de Housing Europe. Si vous en êtes d'accord, nous allons maintenant demander à Anaïs Garbet de nous rejoindre. Elle fait partie du NAER, comme vous l'avez dit, HLM de Lorraine. Elle est membre de l'Union régionale HLM du Grand Est, et vous allez vite comprendre pourquoi elle a été choisie pour venir vous trouver. C'est une région assez active dans ce domaine. On l'accueille tout de suite. Voilà, donc nous sommes très contents d'accueillir Anaïs Garbet, directrice, je l'ai dit, de l'association territoriale HLM de Lorraine. Et vous êtes aussi membre de l'Union régionale HLM du Grand Est. Et là, on va évidemment déjà quitter la France pour une dimension plus européenne. Et c'est bien ça qu'on voulait savoir avec vous, Anaïs Garbet, car vous êtes citée un peu comme effectivement une région où les choses se passent plutôt bien avec l'Union européenne, l'utilisation des FEDER. Et est-ce que si je vous dis c'est impossible de traiter la question sociale et environnementale hors du niveau européen, vous êtes d'accord avec ce terme ? Je pense que oui. Enfin, il faut traiter ces deux dimensions. De toute façon, en même temps, c'est le modèle aussi HLM français de pouvoir traiter ces deux dimensions à notre échelle. Vous l'avez dit, effectivement, à l'échelle du Grand Est, on est fortement mobilisé autour de cette question et de la mobilisation justement des FEDER, des fonds FEDER. Aujourd'hui, pour la période 21-27, c'est quand même 86 millions d'euros qui sont dédiés à la réhabilitation énergétique. Je crois que c'est l'une des plus grandes enveloppes à l'échelle française. Laurent Guéquer confirme et approuve. Voilà, donc après 2-3 années de fonctionnement, c'est vrai qu'on a pu faire le point avec l'autorité de gestion et on a déjà 32 millions d'euros qui sont projetés, qui représentent près de 10 000 logements qui seront réhabilités sur la période. Donc c'est déjà plutôt bien. Et si on fait même le focus par rapport aux dossiers qui sont d'ores et déjà instruits, c'est près de 8 millions d'euros qui sont engagés et qui représentent déjà près de 1800 logements qui seront réhabilités par l'intermédiaire des fonds FEDER. Donc c'est déjà une très très bonne dynamique. Et on voit que les organismes HLM Lorrain et du Grand Est sont fortement mobilisés. Ouais. Donc, ça paraît des chiffres quand même plus conséquents que d'autres régions françaises. Quelles sont vos remarques dans tout ce que nous a dit Laurent Guéquer ? Vous avez écouté avec attention, vous avez vu. Moi, oui, effectivement, avec attention. C'est vrai que nous se pose la question de l'articulation des différents financements de la réhabilitation énergétique. C'est vrai qu'on a les fonds FEDER, mais depuis 2-3 ans maintenant, l'État français souhaite remobiliser des fonds pour la réhabilitation énergétique. Pour autant, on a aussi les fonds et les prêts de la Banque des territoires, des éco-prêts. C'est vrai qu'on avait pensé un temps à essayer d'aller vers un guichet unique. Et là, j'ai écouté avec attention. C'est vrai que là, maintenant, via le plan Marshall et ce plan d'investissement, moi, je souhaiterais savoir à partir de quand ça sera... Enfin, ou est-ce que c'est sur la prochaine période FEDER que l'enjeu sera effectivement d'articuler tout cela et, comme tu le disais à juste titre, d'avoir ce guichet unique à la fois les garanties, les prêts et les subventions. Comment est-ce qu'on a vraiment espoir d'aller vers ça? Il doit aller vite. Oui. Laurent Guéquer. Oui, alors effectivement, c'est un objectif à atteindre qui est relativement ambitieux, mais on va avoir qu'une période quand même de révision à mi-parcours des règlements FEDER qui pourront effectivement impulser une volonté de mettre en commun des aides différentes. Il y a effectivement l'éco-prêt
alliés avec la prime FEDER, enfin la subvention FEDER. Il y a également les prêts intermédiaires de la BEI et de la CEB. On a de plus en plus de régions qui ont comme introduit ce qu'on appelle les OCS, les objectifs de coûts simplifiés, qui simplifient déjà un peu le montage de dossiers, mais pas suffisamment. Mais je crois que vu, encore une fois, le contexte de crise du logement et les conséquences sociales qui auront plus les objectifs climatiques, on va aller relativement vite dans des solutions innovantes, mais il faut les porter clairement dès qu'on aura une nouvelle mandature à la rentrée auprès de l'État français, auprès de l'Union européenne, auprès de la Commission et du nouveau Parlement, pour essayer de fusionner effectivement tous ces mécanismes de financement et en faire un one-shot, c'est-à-dire une seule modalité qui concilie la garantie publique, le FEDER, comme tu l'as dit, mais également les prêts de la BEI, de la CEB et de la Caisse des dépôts. Okay. Autre remarque, Anaïs Garbet? Oui, j'ai écouté avec attention cette idée du livret A finalement européen. Et est-ce que tu penses que par la mise en place d'un livret A européen, on pourrait accélérer justement cette évolution vers un guichet unique qui rassemblerait finalement l'ensemble des pays européens autour de ce modèle finalement franco-français jusqu'à là? Alors là, je crois qu'elle parle de guichet unique, hein, vous l'avez remarqué. Oui, non, mais c'est le mot clé, hein, on est complètement d'accord. Bon, le livret européen, ça mettra un temps fou. Hein, c'est quand même renvoi à chaque outil de chaque État membre, etc. C'est plutôt une façon de valider le livret A français, d'assurer une continuité, d'éviter que tout part dans le nucléaire, parce que c'est un peu ce qui est aujourd'hui dans le débat. Pardon, je vous interromps, mais là, c'était une proposition de place publique, on l'a dit. Et la peur que les fonds partent vers le nucléaire, c'est sans surprise le Parti écologiste qui le dit beaucoup. Oui, tout à fait. Oui. Donc là, je crois que déjà, si on arrive à avancer vers un plan d'investissement massif et à mettre simplement dans un même voie, dans un même verre, tous les dispositifs existants, en les rendant compatibles les uns aux autres. On a des assiettes éligibles aujourd'hui complètement différentes d'un instrument à l'autre. Il faut unifier tout ça. Ce serait déjà une grande victoire. Un livret A européen, c'est plus une façon de consolider notre livret A national, mais surtout de le développer dans d'autres pays avant qu'il soit vraiment européen. Mais, encore une fois, vu la situation, vu cette bombe sociale qui va quand même exploser, tôt ou tard, on peut aujourd'hui être ambitieux sur des propositions qui hier encore étaient complètement utopiques. Et ça, vous le ressentez aussi dans votre région, Anaïs Garbet? Oui, effectivement, on sent que voilà, il y a cette bombe sociale aussi, même dans nos territoires. C'est vrai que la région Grand Est, on dit qu'elle est plutôt hormis sur certaines poches du territoire, les poches frontalières ou peut-être du côté de l'Alsace. On est plutôt dans des territoires dits détendus. Pour autant, la demande de logement social, elle augmente. C'est quand même plus 18% de demandeurs en 2 ans sur notre territoire. On voit aussi que le marché de l'accession s'est aussi grippé sur nos territoires. Donc, on a de moins en moins de gens qui sont amenés aussi à bouger. On a peut-être des locataires un peu captifs aussi, de plus en plus modestes, comme on le voit dans la plupart des pays européens et en France en particulier. Donc, voilà, il y a des enjeux sociaux et puis des enjeux effectivement environnementaux et je dirais climatiques, parce que pour les bailleurs sociaux, c'est aussi s'engager dans la décarbonation. Et là, peut-être, quelle est un peu la vision de l'Europe autour de cette question de la décarbonation? Tu l'as évoqué, je crois qu'il y avait une directive performance énergétique des bâtiments. Nous, côté français, sa traduction, c'était peut-être qu'elle était en amont, la loi climat et résilience. On voit que ça aussi, ça a des impacts sur la demande de logement social en France, puisqu'on a peut-être un report des locataires du parc privé qui ne peuvent plus accéder, puisque le parc n'est plus louable, vers la demande de logement social, quoi. Donc, comment c'est traduit, comment l'Europe appréhende, je dirais, cette question de la décarbonation aussi. Avec peut-être, quelques exemples de pays aussi qui seraient par rapport à ce que nous faisons, juste pour avoir des éléments de comparaison. Oui, tout à fait. C'est vrai qu'on a été le premier pays à transposer ces dispositifs avec un niveau d'exigence particulièrement élevé. On n'a pas mesuré l'impact que ça pouvait avoir et on est revenu un peu en arrière quand même par rapport à l'interdiction de louer des biens en logement abordable dans le marché privé qui étaient des passoires thermiques. On a été le premier à bouger. Les Allemands ont été beaucoup plus calmes, ils ont des normes de performance énergétique beaucoup plus soft.
et d'autres pays qui n'ont encore rien fait et qui vont prendre tout le temps pour bien transposer cette directive le plus tardivement possible. Donc, tant qu'on n'aura pas, encore une fois, notre plan Marshall et nos outils de financement, de mise en œuvre de cette directive européenne et du Green Deal en général, on aura des difficultés à l'appliquer. Et on ne voit pas aujourd'hui quel pays accepterait d'augmenter les loyers du parc privé abordable, alors qu'aujourd'hui, ils ne sont même plus accessibles aux classes moyennes. Et c'est les classes moyennes qui aujourd'hui sont les premières victimes de cette crise du logement, plus, bien entendu, les sans-abri qui sont carrément à la rue. Mais même au niveau des métropoles européennes, au niveau des zones Airbnb, au niveau de tout ça, on a aujourd'hui une difficulté. On ne sait plus se loger là où on travaille quand on est key workers. Et ça, c'est vrai dans toutes les métropoles européennes. Et c'est la raison pour laquelle on a été associé au concept de Housing for All, où on a quand même 120 maires, je dis bien 120 maires de métropoles européennes qui ont signé ce manifeste Housing for All pour que l'Union se bouge sur la question du logement. Donc, à mon avis, dans la prochaine mandature, ça va bouger de ce côté-là, mais c'est à nous de faire des propositions et être présents sur Bruxelles pour les appliquer. On traduit key workers, les travailleurs clés. Travailleurs clés. Voilà, travailleurs clés. Donc, En France, vous avez le travailleur essentiel. Essentiel, voilà. Clés au sens essentiel, on est d'accord. Ok, d'accord. Anaïs, peut-être encore une dernière remarque. Oui, du coup, on parle beaucoup de logement abordable. Est-ce qu'on a tous en Europe la même définition du logement abordable? Parce qu'on voit même nous en France aujourd'hui, on parle beaucoup de logement intermédiaire. Le gouvernement s'oriente vers le logement intermédiaire. On n'a peut-être pas, déjà nous, côté Union et mouvement HLM, on voit très bien que le LLI, c'est pas l'alpha et l'oméga et qu'il faut aussi penser au logement social, il y en a besoin. Donc voilà, avoir un petit peu ces logements intermédiaires, ça suffira. Oui, alors là, on tombe dans les politiques des États membres, subsidiarité, donc c'est aux États membres de définir leurs priorités et de mettre le paquet sur le logement très social, intermédiaire, universaliste, etc., etc. On n'a pas de conception unique du logement social dans l'Union européenne. Chaque État membre a sa propre conception. Je dirais que nous, on a une conception, généraliste. Quand même, on couvre, avec des plafonds de revenus, une clientèle potentielle assez importante. Dans d'autres pays, c'est vraiment résumé aux plus défavorisés, ou carrément, comme aux Pays-Bas, en Suède ou au Danemark, ouvert à tout le monde. Donc, on a des disparités très fortes, mais le seul constat que l'on voit, c'est qu'aujourd'hui, il y a des nouvelles catégories de population qui n'avaient pas forcément besoin de logements sociaux, qui aujourd'hui ne trouvent plus de solutions sur le marché privé, et donc viennent rallonger les listes d'attente. On le voit en France, c'est impressionnant. Et ça, on retrouve ça partout. On évoquait effectivement le fait qu'en Allemagne, la situation de crise est encore bien plus forte. Et là, on retombe sur les key workers qui habitent dans leur voiture pour se loger là où ils travaillent, parce que c'est plus possible à Munich, à Berlin, de continuer à se loger là où on travaille. Et donc, cette situation-là, elle est quand même très, très importante. Et explosive. Socialement. Il y a énormément de manifs de locataires en Allemagne, dans les grandes capitales régionales. Et effectivement, quand on voit les chiffres de réduction du parc HLM du fait du conventionnement temporaire, on voit bien les limites de ce type de fonctionnement. Donc, c'est très, très différent d'un pays à l'autre. Il n'y a pas de définition commune du logement abordable. Ça dépend des plafonds de revenus, ça dépend des revenus des locataires, effectivement. Mais en tous les cas, il y a un vrai problème qui est posé partout, et c'est le même problème dans les mêmes types de villes, dans les métropoles, dans les grandes villes, où là se concentrent les besoins. Anaïs Garbet, comment expliquez-vous au fond que votre région, on l'a dit, et c'est la raison pour laquelle on a souhaité vous avoir en face de Laurent Guettière, votre région utilise les fonds FEDER et le fait avec pas mal, donc j'imagine que ça prend du temps et que c'est du travail. Comment expliquez-vous que trop de régions en France ne soient pas encore engagées suffisamment dans ce processus? Je pense que nous aussi, et Laurent l'a dit, sur la préparation justement de ces fonds FEDER, de ces périodes, puisque là on est sur la période 21-27, mais ça veut dire que pour les AR et pour l'Union, c'est commencer d'ores et déjà à préparer la période suivante, de commencer aussi à donner à voir ce que font les bailleurs. Laurent le disait, comment on utilise les fonds européens, à quoi ça sert. Et du coup, après, de revenir aussi vers les autorités de gestion pour dire, voilà ce qu'on a fait, mais voilà ce qu'on pourrait faire aussi pour aller plus loin, quels sont nos enjeux. La question de la décarbonation, il faut que d'ores et déjà, on soit en capacité de revenir vers ces autorités de gestion pour leur dire, on a fait ça jusqu'à maintenant, l'objectif, il est beaucoup plus large. Il faut que vous veniez nous aider et nous appuyer. Donc, ça veut dire que nous, stratégiquement, on soit en capacité d'évaluer ces besoins
et puis de donner à voir auprès de nos financeurs, parce que c'est vrai qu'il y a la région, mais je pense à d'autres. Hein. C'est vrai qu'on a la Banque des Territoires, on a aussi peut-être l'État français. Et de dire, voilà nos enjeux aujourd'hui, et nos enjeux surtout de demain, parce que nous, ce qu'on aime aussi à dire, c'est que le retour de ces investissements, de ces programmes de réhabilitation énergétique de très grande performance, c'est pour nos locataires. Bien sûr. Voilà. Mais encore une fois, c'est très chronophage d'aller préparer un dossier, d'aller auprès de la Commission auprès de l'Union européenne, même avec le concours de Laurent Guéquière et de son association. Oui, bien évidemment. Après, on sait que c'est des actes administratifs. On essaye, autant que faire se peut, de simplifier. Comme le disait Laurent, même nos autorités de gestion savent que c'est assez chronophage, même pour elles en interne, d'examiner tous ces dossiers. Donc, parfois un peu décourageant, peut-être. Je pense pas. Je pense qu'au regard des enjeux, les bailleurs aussi font en sorte de se mobiliser. C'est sûr que voilà, à nous aussi de trouver les clés pour essayer de faciliter autant que faire se peut les choses. À notre échelle, c'est l'articulation de tous ces financements. Déjà, les comprendre et puis voir comment, entre financeurs, on peut essayer de trouver les meilleures solutions pour avancer. Et après, comme le dit Laurent, c'est vrai qu'à terme, si on a un guichet unique, j'y reviens. Mais oui, apparemment, c'est bon. Marshall. Ouais, voilà. C'est bon, je ne sais pas si on l'appelle le guichet Marshall. Le plan Marshall ou ce plan d'investissement volontaire. Je pense que c'est très important. Ça lui ferait plaisir si on l'appelait Marshall. Il aime bien l'idée. C'est bien, pas d'autres remarques de l'un ou de l'autre dans ce processus à l'approche de ces élections dont vous attendez quoi personnellement? Eh ben que voilà, pour notre région, pour nos enjeux, pour nos régions, qu'on puisse poursuivre ce qui est d'ores et déjà engagé, et peut-être même et sûrement aller plus loin aussi autour de toutes ces questions, à la fois réhabilitation énergétique, mais peut-être de manière plus large. On l'a dit, il y a une bombe sociale, donc il faut qu'on se la prévenir. Ouais, il faut la prévenir. C'est risque climatique et cohésion sociale. Je pense qu'il faut arriver à articuler. Et surtout, le rôle clé que jouent les ARHLM dans les territoires pour négocier avec les autorités de gestion, notamment à la région, la programmation de ces fonds européens, le mode de régulation, les contrôles, etc. Là, on a vraiment un rôle très, très important que jouent les AR, qui sont les interlocuteurs des conseils régionaux, des autorités de gestion, et qui sont essentiels pour programmer les différents programmes FEDER régionaux. D'autant que, comme le disait Laurent, contrairement à d'autres pays européens qui sont plutôt sur des modèles fédéralistes et où les ministres du logement sont à l'échelle des régions, la région n'a pas de compétences en tant que telle en matière de logement en France. Et du coup, il faut quand même aller défendre tout ce auprès de l'État. Auprès de l'État, mais aussi des régions. Et surtout là, des régions qui sont autorités de gestion sans pour autant être compétentes en proprement parler en matière de logement. Voilà. Donc les enjeux sont aussi là pour nous, AR, de pouvoir présenter les choses de manière peut-être différenciée, pas que sous l'angle logement à proprement parler, mais peut-être cohésion sociale, réhabilitation énergétique. Et comme les régions sont aussi, ont la compétence économique, de dire voilà les investissements que sont en capacité de réaliser les bailleurs sur vos territoires par l'intermédiaire de la réhabilitation énergétique. Et un volet communication important sur le rôle de l'Europe, mais surtout de la région. C'est fait comme tu le dis, la région n'est pas compétente en matière de logement. Et dans les régions qui ont peu de FEDER, elle renvoie la balle à l'État. Donc si la région peut tirer un profit politique d'investir du FEDER dans la rénovation thermique des logements par rapport aux locataires et aux citoyens, en mettant en avant le rôle de l'Europe, donc le rôle de la région, à travers des communications, c'est particulièrement importante pour les élus régionaux. Enjeu social, enjeu environnemental, vous êtes partis de là et vous arrivez tous les deux aux mêmes conclusions, à la fois dans une région spécifique et au niveau européen. Merci beaucoup à tous les deux. Merci Anaïs Garbet. Merci d'être venue rencontrer Laurent Guéquière, que l'on remercie à nouveau. Merci. Et tout ceci, c'est donc en ligne sur le site d'Elafpols, à l'attention de nos dirigeants HLM, que nous saluons. Bonsoir à tous et à très bientôt pour une nouvelle émission.